Bonjour à tous, c'est parti pour 50 minutes de nouveaux chemins semés de rire assassin, de joie lucide et d'optimisme supérieur, encore aujourd'hui avec Émile Cioran et son humour ravageur. Au fond, la clé de tout, c'est pas la mort, c'est la naissance. Le drame, c'est pas de mourir, c'est de naître. Bienvenue donc sur les nouveaux chemins de la connaissance où aujourd'hui et jusqu'à demain nous restons en bonne compagnie, celle d'Émile Cioran et de son pessimisme jubilatoire. Le pessimisme jubilatoire de Cioran enquête sur un paradigme métaphysique négatif, c'est justement le titre de la thèse soutenue par Aurélien de Mars, enseignant de philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3 et à l'université de Savoie. Aurélien de Mars, déjà venu ce lundi et qui revient pour notre plus grand plaisir en parler à ce micro. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. De toutes les questions dont est à connaître la philosophie, celle que pose Cioran est sans doute la plus grave et la plus sérieuse. Y a-t-il une alliance possible entre la lucidité et la joie ? Il est certain qu'une telle alliance est possible, puisqu'il lui arrive d'exister dans les faits, comme en témoigne toute allégresse, associant une indéracinable gaieté au sentiment toujours présent de l'absolue futilité de toute chose. Et les exemples ne manquent pas d'une telle association. J'invoquerai ici au hasard et dans le désordre le gai savoir de Nietzsche, l'humour espagnol, l'allégresse de Mozart. Mais il est également certain que cette association de la joie et de la lucidité est impossible en théorie, car contraire à toute raison. Il n'est même aucun argument qui ne plaide en sa défaveur, comme y insiste justement Cioran. Exister équivaut à une protestation contre la vérité. Rien à redire à un tel verdict. La cause de l'existence est effectivement indéfendable. Et c'est pourquoi tout ce qu'on peut dire de sensé en sa faveur se résume toujours à quelques paroles insensées, tel cet adage médiéval « Je viens, je ne sais d'où, je suis, je ne sais qui, je meurs, je ne sais quand, je vais, je ne sais où, je m'étonne d'être aussi joyeux. » J'ai reçu l'autre jour une lettre d'une dame qui a un cancer. C'est une lettre pleine de vie et de mort. Une lettre triste à pleurer de rire, une lettre drôle à rire aux larmes. Le fils de cette dame, un étudiant de 19 ans, n'avait rien trouvé de plus intelligent pour distraire sa mère que de lui refiler un petit bouquin prétendument dictionnaire, en réalité catalogue de bassesse, d'un goût non pas douteux mais carrément mauvais, que j'ai commis impunément dans le but avoué de donner un petit peu de joie au cœur des salauds qui trouvent encore le temps de me lire. Entre autres sujets de raillerie, où je me suis plu à vautrer mon ignominie congénitale au fil de ces pages, le cancer, les cancéreux, les cancérologues et les gaietés de l'escadron métastasique venaient bien sûr en bonne position. Sans doute parce que la mort est quelquefois au bout et que la mort est la chose la plus extraordinairement amusante du monde puisqu'elle atteint dans l'absurde des sommets inaccessibles à tous les autres avatars de la condition humaine. La comédie d'un jour, d'un jour ta vie. Aurélien de Mars, on vient d'entendre un sketch de Pierre Desproges de 1986. On perçoit bien l'humour noir de Pierre Desproges. En revanche, où est l'humour chez Cioran ? Je viens de lire un texte aussi de Clément Rosset, extrait de La Force majeure, qui date de 1983. Et selon Clément Rosset, le philosophe, selon lui, Cioran aurait été celui qui a posé le plus clairement la question « Comment articuler lucidité et joie ?» Mais où est la joie chez Cioran ? Alors, deux choses différentes, la joie et le rire, l'humour. Premièrement, l'humour, elle est d'abord dans sa vie. Elle est dans sa vie sociale. On a beaucoup de témoignages de proches, d'amis, de connaissances de Cioran qui nous évoquent les rires à grands éclats de Cioran. Cioran n'était donc pas le taciturne qu'on pourrait s'imaginer. Le désespéré. Exactement. Mais alors, je pense en particulier à des propos à l'égard de Ionesco dans les cahiers de Cioran, ces notes qu'il a écrites pour lui-même, son journal personnel, c'est pas un journal intime, mais c'est un recueil de pensées personnelles. Et il évoque beaucoup de rencontres avec Ionesco, où Ionesco lui dit « Tu vois, toi,
Émile Cioran, tu écris des choses tristes, et qu'est-ce que tu es drôle dans la vie? Moi, j'écris des choses très drôles, mais alors qu'est-ce que je suis triste dans la vie? Et Cioran rapporte plusieurs fois ses propos, et plusieurs fois il dit, si même un ami qui nous connaît depuis 40 ans se trompe à ce point sur nous, car, il ajoute, si certes je suis drôle en société, chez moi je rentre pour pleurer. Donc, le rire, c'est le rire qui côtoie le pire, qui côtoie les larmes. Et il faut bien imaginer que Cioran a non seulement la beauté de l'écriture qu'on lui connaît, mais il a aussi une attention tout à fait étrange sur une sorte de grammaire de l'indicible, si je puis dire, de grammaire de l'inarticulé. Il est attentif aux larmes, des larmes et des seins, et il y a, dit-il, une échelle des larmes. Les larmes, le chagrin, les sanglots, etc. Et puis, il est attentif aux cris. Il se prétendait un philosophe hurleur, non sans humour d'ailleurs. Et puis, il est attentif à tout un tas d'autres éléments qui ne sont pas de l'ordre vraiment du langage. Et il y a aussi une attention toute spéciale sur le rire. Il y a plusieurs rires, et toutes les nuances du rire apparaissent peu ou prou chez lui, à une dose peut-être juste parfois de surface, ou parfois au contraire, où il y insiste beaucoup, c'est le relief du bon désespéré, si je puis dire, que d'avoir une pointe d'humour, car celui qui est sans humour aurait un désespoir finalement précisément... désespérant. Exactement, et puis surtout, c'est au milieu de l'humour qu'on peut aller plus loin peut-être que le désespoir. Il a même eu l'occasion d'écrire un texte qui va revenir plus tard dans La tentation d'exister, c'était « Par-delà le pessimisme ». Par-delà le pessimisme, il faut savoir rire. D'ailleurs, ne l'intéressent que les pessimistes qui savent se contredire et savent rire, qui savent ne pas se prendre au sérieux. Il y a encore du nihilisme, c'est une vision qui est au-delà et pas en deçà, parce que c'est une question d'aller ne pas prendre au sérieux ses propres malheurs. Et donc, savoir rire de soi, c'est encore mettre un cran au-dessus, c'est encore plus intense. Alors, cela étant dit, il y a vraiment d'autres joies et d'autres rires. Il y a des joies esthétiques, des extases mystiques sans religion et sans Dieu. Il y a des extases esthétiques en musique. Il y a des extases amoureuses et érotiques. Et elles sont nombreuses, elles apparaissent régulièrement. Il faut juste savoir que quand Cioran écrit, il écrit d'abord sur le pire, il le confesse souvent. Il n'écrit que lorsqu'il va mal. Quand tout va bien, il n'a rien à écrire. Alors, la joie, on a l'impression, telle que vous en parlez, Aurélien de Mars, chez Cioran, apparaît à côté de la noirceur, tandis que le rire émerge au cœur même de la noirceur. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce que ce serait ça la distinction entre le rire et la joie chez Cioran? Peut-être qu'il faut le voir plutôt en termes d'intensité. La joie vient d'abord comme sentiment, le rire vient donc dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inarticulé, encore que le rire est d'ailleurs parmi cette grammaire de l'inarticulé, cette grammaire de l'indicible que j'évoquais. En réalité, il y a un phénomène de limite, puisqu'on a aussi l'ironie, et il y a beaucoup d'ironie très funèbre, et il y a des joies funèbres, vous l'avez lu tout à l'heure, c'est Cioran qui s'en faisait l'écho. Et il y a donc quelque chose qui passe de l'un à l'autre, je dirais. Le rire, c'est d'abord l'explosion, le rire sardonique, le sourire. Cioran a toute une herméneutique du sourire. On peut découvrir la folie chez les uns juste en étant attentif à leur sourire. On peut avoir certains sourires. Donc, il est attentif à ce genre de langage corporel, gestuel, ou que sais-je. En fait, c'est le langage sincère d'une âme. C'est de cela dont il s'agit. Et puis, on a peut-être des joies plus fortes, des jubilations, des extases, comme il le dit lui-même. Plus existentielles, plus métaphysiques. Et plus intenses, exactement. Elles sont plus intenses, elles sont aussi plus solitaires. Le rire, il est en société, il est à plusieurs, et dans la solitude, il n'en pense pas moins. Donc c'est peut-être qu'un moment qu'il peut s'accorder. La jubilation, elle vient comme un pinacle métaphysique. C'est un moment de sublime. Et ce n'est pas tout à fait du même ordre parce que c'est plutôt en termes d'intensité de vécu. Cela étant dit, il passe par ces petites gradations d'intensité. Il les vit. Ça veut dire que Cioran, contrairement à d'autres dont parlait Clément Rosset dans le texte que j'ai lu, par exemple Nietzsche et le gai savoir, l'humour espagnol, l'allégresse de Mozart, mais on pourrait aussi rajouter l'ironie de Socrate, la dérision de Diogène, le rire de Gargantua, etc. Comparé à ces autres qui ont associé lucidité et joie, Cioran associe
tout le temps la lucidité à différentes formes de rire, que ce soit l'ironie aussi, la dérision, le ricanement, je ne sais pas, la joie, l'enthousiasme, l'allégresse. Vous avez raison. La seule chose, c'est que Sioran, et c'est la question que pose à juste titre Rosset, Sioran développe la lucidité la plus noire possible. Connaître, c'est connaître le mal. Connaître, c'est connaître quelque chose qui est douloureux pour soi et pour les autres. Autrement, c'est du décor du savoir, comme il disait dans le précis. Mais comment la joie est-elle possible et comment la jubilation, qui pourtant vient bien ponctuer. Alors, elle vient comme ressort dans le ricanement, parce que le ricanement, c'est aussi une forme de lucidité. Cette grammaire du rire, si on voulait prendre cette variation de nuance-là, il y a par exemple l'évocation du ricanement à travers l'humour juif dans Un peuple de solitaires. Le ricanement, c'est pas le rire. Le rire, il est un peu naïf, le rire simple. Le rire, il est sincère et spontané. Le ricanement, il est rancunier. Le ricanement, il est méchant. Il peut être méchant. Il n'est pas forcément être méchant, mais en tout cas, il appuie là où ça fait mal. Le rire, c'est rire ensemble. C'est pas tout à fait la même chose. C'est l'indistinction, en tout cas, que Sioran propose. Et puis, il évoque d'autres choses. Il évoque le rire sardonique. Donc, c'est encore pire que le ricanement, si je puis dire. Donc c'est le rire qui, lui, vient blesser, qui se rit peut-être des autres, et qui se rit des autres à leurs dépens. Et qui l'utilise aussi. C'est-à-dire que la différence entre le ricanement qui est solitaire et le rire qui est convivial se retrouve quand même dans ce rire ne tient pas dès lors qu'on se penche sur les moqueries de Sioran. Il est très assassin, très ravageur dans son humour vis-à-vis de ses égaux. C'est l'humour homicide, c'est l'humour pour tuer. Il parle du sourire meurtrier, du rire assassin. C'est dans Aveu et Anathème, il dit avoir inventé le sourire meurtrier. Et la proposition était déjà en fait dans les cahiers, puis il l'a reprise, mais quasiment à l'identique. Mais en réalité, c'est juste pour dire à quel point c'est une pensée qui est forte, qu'il vit et qu'il reprend. Et si l'écume des pages qui vient nourrir Aveu et Anathème était déjà présent dans sa vie, on voit bien que ce n'est pas juste pour la formule et si belle soit-elle. Il s'agit bien de quelque chose qui est vécu. Il y a différentes manières de vivre le rire, il y a différentes manières de concevoir le rire, mais le rire, c'est d'abord nourri d'une lucidité, c'est ne pas se prendre au sérieux. Il le dit d'ailleurs sur les signes du désespoir, et ne pas prendre le monde et même ses propres malheurs au sérieux. Et il ajoute, parmi toute cette gamme, si je puis dire, de rire, de ricanement, de rire sardonique et diabolique, d'ailleurs, dit-il, il partagerait peut-être ça si le diable existait avec lui. Et puis il y a également la moquerie, dont parfois il est la victime, dont parfois il est l'auteur, et il se régale de pouvoir dire parfois quelques petites piques, mais il y a même finalement un rapport plus général à l'humour. Il évoque comment dans l'humour on ne vient pas en réalité dans un jeu sarcastique pour faire une pointe dans une conversation, et il réfléchit à ce trait d'esprit, à ce bon mot qui faisait les heures mémorables dans les salons mondains de Voltaire, fréquentés par Madame du Deffand ou tant d'autres. Il l'évoque. Il rappelle d'ailleurs que quand au même moment on a ça dans la philosophie des Lumières, on a aussi en Allemagne quelque chose qui va commencer à poindre plutôt au 19e, l'ironie romantique, et cette ironie romantique, le Witz, comme on dit, qu'on a évoqué hier avec Michel Jarre. Exactement. Sioran dit que finalement, le Witz, il n'a rien contre, mais en réalité, tous ces penseurs allemands si géniaux à développer des thèses énormes. C'est le mot d'esprit, en fait. Exactement. On a traduit notamment le mot d'esprit et son rapport à l'inconscient, c'est le Witz. Pour Freud, ce texte, c'est Marie Bonaparte qui avait traduit ça ainsi. On traduit par le trait d'esprit, le mot d'esprit, disons. C'est le pain sans rire, disons. Ça marche d'abord, ce rire-là, parce que je fais semblant de dire une vérité qui est une vérité qui, en réalité, a comme ressort quelque chose de comique. Mais il ajoute une chose, c'est que ces professeurs de philosophie en allemand et en Allemagne ont tous développé des théories extrêmes du rire, mais ils n'ont pas le sens de l'humour. C'est la critique qu'il faisait et à c'est Socrate, la grande différence à Nietzsche
etc. C'est ce qui était évoqué. C'est parce que ces gens n'ont pas su rire d'eux-mêmes. Nietzsche, c'est celui qui a l'ironie acide, mais qui ne sait pas rire, qui ne sait pas éviter de se prendre trop au sérieux, qui n'a pas le sens peut-être de l'absurde des choses. Même nos malheurs ne sont pas si graves que cela. Même nous, notre vie doit être de l'ordre de l'absurde, et ne pas comprendre que la vie n'est pas sérieuse et que notre attention à la vie, si douloureuse fut-elle, n'est pas à prendre au sérieux non plus. Parmi les penseurs qui, tels Nietzsche ou Saint-Paul, eurent le goût et le génie de la provocation, une place non négligeable revient à Joseph de Maistre. Haussant le moindre problème au niveau du paradoxe et à la dignité du scandale, maniant l'anathème avec une cruauté mêlée de ferveur, il devait créer une œuvre riche en énormité, un système qui ne laisse pas de nous séduire et de nous exaspérer. L'ampleur et l'éloquence de ses hargnes, la passion qu'il a déployée au service de causes indéfendables, son acharnement à légitimer plus d'une injustice, sa prédilection pour la formule meurtrière en font cet esprit outrancier qui, ne daignant pas persuader l'adversaire, l'écrase d'emblée par l'adjectif. Ses convictions ont une apparence de grande fermeté. Aux sollicitations du scepticisme, il sut répondre par l'arrogance de ses préventions, par la véhémence dogmatique de ses mépris. Envions la chance, le privilège qu'il eut de dérouter et ses détracteurs et ses fervents, d'obliger les uns et les autres à se demander « fit-il vraiment l'apologie du bourreau et de la guerre, ou se borna-t-il seulement à en reconnaître la nécessité ?» Dans son réquisitoire contre Port-Royal, exprima-t-il le fond de sa pensée ou céda-t-il simplement à un mouvement d'humeur? Où finit le théoricien? Où commence le partisan? Était-ce un cynique? Était-ce un emballé? Ou ne fut-il rien d'autre qu'un esthète fourvoyé dans le catholicisme? Aurélien de Mars, on vient d'entendre un extrait interprété par Jean-Louis Jacopin du portrait de l'antirévolutionnaire Joseph de Maistre qu'Émile Cioran fait dans ses exercices d'admiration qui sont parus en 1986. Tout à la fin du texte, on a entendu cette phrase à propos donc de Joseph de Maistre. Était-ce un cynique? Était-ce un emballé? Ou ne fut-il rien d'autre qu'un esthète fourvoyé dans le catholicisme? Cette question, finalement, on pourrait la retourner à Cioran lui-même. Alors, non pas un esthète fourvoyé dans le catholicisme, mais un esthète fourvoyé dans le pessimisme. Finalement, Cioran, ici, dresse avec plein d'humour, de raillerie, de moquerie, son propre portrait. Oui, d'ailleurs, comme il le dit souvent lui-même, tout portrait que l'on fait est une confession de soi implicite en négatif, mais peut-être avec quelques nuances. Alors, certes, il y a la critique du personnage et être capable de pointer chez quelqu'un qui est donneur de leçons. C'est quand même Joseph de Maistre, celui qui écrit en exil les soirées de Saint-Pétersbourg, etc. Il faut quand même d'ailleurs souligner, je vous interromps Aurélien de Mars, que Cioran ne s'attaque pas chez Joseph de Maistre à ses énormités politiques anti-révolutionnaires, mais aux lourdeurs de son système, plus à la forme qu'au fond. Oui, et on voit bien que le rire ne prend même pas le fond au sérieux. Il s'agit aussi en fait de révéler la vérité d'un être plus que de ses idées. Ce qu'il adore avant tout, sur un grand lecteur, c'est de connaître quelque chose de la vie d'un homme. Si ses idées sont déconnectées de sa vie, ça l'intéresse pas. Et le rire est toujours le moment rythmé d'une existence, soit parce que je suis capable de me rire des autres, et peut-être de rire de moi, puisque je sais que c'est un portrait en négatif. Donc c'est aussi une critique que je fais à mon endroit, à mon adresse. Et puis, plus la critique est injuste, dit-il, plus elle révèle quelque chose de moi. Donc Cioran le sait, il en joue aussi comme exercice. Il évoque d'ailleurs le rire comme un exercice premièrement salutaire. C'est un exercice salutaire pour évidemment ne pas être un désespéré systématique. Un système trop cohérent ne lui conviendrait pas, ça serait mentir encore. Et puis, désespérer du désespoir, c'est peut-être ça, cette nuance d'un rire tragique. Alors, il y a en plus autre chose par rapport à Joseph de Maistre, il y a cette
cette capacité à essayer de pointer finalement la vérité d'un stratagème. Malgré nous, nous portons des illusions. Et cet exercice, c'est aussi une capacité à nous rendre plus lucides, pas simplement sur nous-mêmes, mais sur les processus, sur notre psyché, sur nos réflexes, nos tendances, nos inclinations, à nous leurrer. Et ainsi, je vois chez l'autre, dans un miroir inverse, quelque chose qui est mon propre défaut et que je peux peut-être expurger. Alors, le rire, avec Sioran, a une véritable utilité. C'est-à-dire que le rire est une thérapeutique, a une finalité, a un but, mais on pourrait peut-être, de la même manière qu'il y a différentes formes de rire chez Sioran, peut-être qu'il y a différents buts. C'est-à-dire à quoi sert le rire finalement chez lui? À dédramatiser ou au contraire à intensifier un sentiment de désespoir, à s'excuser? Il y a quand même dans ses entretiens en 1984, il dit rire est la seule excuse de la vie, la grande excuse de la vie. Et je dois dire que même dans les grands moments de désespoir, j'ai eu la force de rire. Alors rire, c'est une excuse. Est-ce que ça sert à masquer la réalité, à l'intensifier? À quoi sert le rire chez Sioran? Alors, en fait, je dirais l'inverse de votre question. Le sens important, c'est de se dire, au contraire, à quoi bon? C'est pas de dire à quoi bon rire, c'est le rire pose la question de à quoi bon? Et c'est le sens de l'absurde. L'absurde n'est, il faudrait quand même aussi être attentif, pas tout à fait une absence de sens constatée. Je constate l'absence de sens, mais je constate aussi, et c'est un constat donc plus amer, que c'est le sens d'une absence. C'est pas simplement l'absence de sens, mais le sens d'une absence que je constate aussi à travers l'absurde. Donc il y a toujours ce fond, lucidité et rire. Il y a une distance, mais c'est aussi un recul, une distance. Et donc c'est une capacité à être aussi plus lucide et aussi plus rieur, plus railleur des autres et de soi-même. Et puis, à quoi bon? C'est l'adage, dit-il, du raté. Il y a des textes fameux là-dessus. L'absurde, la philosophie de l'absurde et du rire, on le voit notamment dans les cimes du désespoir, dès la Roumanie. On le voit dans le précis des compositions, on le voit ailleurs. Donc cette question de l'absurde, qui est un autre état, parmi le rire, le ricanement, le rire sardonique, pardon, on voit que le rapport à la lucidité est toujours derrière. Et puis il faut ajouter une chose, c'est que il y a encore un autre état de rire important. On a évoqué l'ironie, il faudrait même aller plus loin, mais il y a aussi le grotesque. Il y a un très beau texte au début des cimes du désespoir dans la traduction française. La traduction française n'est pas tout à fait fidèle au texte roumain, mais c'était sous l'égide de Sioran. Il a demandé le traducteur ne s'est pas permis de traduire Sioran a autrement. demandé à ne pas traduire tout et à modifier parfois en fonction de son goût. Mais passons, c'est une remarque. Donc en réalité, c'est pour dire que dans, si je puis dire, l'économie générale de l'ouvrage, le grotesque et le désespoir, c'est ce fameux petit texte, n'a pas le même emplacement et surtout est plus vaste. Mais dans la version française, on a l'essentiel, c'est ce qu'a voulu garder Sioran à l'adresse d'un peuple qui a un rapport spécifique à l'humour, puisqu'il y a les Allemands qui manquent d'humour, les Anglais, eux, ont un humour qui est un tic, et c'est un défaut parce que rire de tout, c'est comme un désespéré qui est désespéré tout le temps, c'est aussi ennuyeux. Donc il faut les deux, c'est le sens de la contradiction. Et la Roumanie, le peuple roumain, sait alterner ces oui, parce deux rires. et en plus c'est rire de ses malheurs. Alors ça plaît beaucoup à Sioran évidemment. Mais je reviens juste sur ce petit texte, le grotesque et le désespoir. Parmi, dit-il, toutes les formes de grotesque, celle qui est la plus intéressante de ces nuances du grotesque, c'est celle qui s'enracine dans le désespoir. Et ce grotesque du désespoir, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que le tragique est la forme ultime de l'ironie, en réalité. Donc on voit bien que ce n'est pas rire juste pour le bon mot ou la plaisanterie, c'est aussi des choses graves qui se jouent derrière, mais c'est aussi une manière de ne pas prendre les choses au sérieux. Donc c'est quand même une certaine lucidité préalable pour être un bon rieur et un bon railleur. On doit donc avoir beaucoup de lucidité avant, pendant et même après. Et on doit même ne pas être heureux, parce qu'en fait, les gens heureux ne rient jamais. C'est le problème d'ailleurs du suicide. Ne se suicident que les optimistes qui ne peuvent plus l'être. Celui qui est capable de rire de tout et même de ses malheurs est peut-être un pessimiste plus intéressant pour Sioran. D'ailleurs, il le dit dans les cahiers, les pessimistes sont des humoristes. Parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, et ils ne vont pas se suicider, etc. Et surtout, ils sont capables d'avoir du pessimisme à volo et à volonté, à l'envie. Et donc, par conséquent, il faut quand même avoir un peu d'humour pour être capable de jouer ainsi de ses idées.
Ou dans une semaine que nous passons avec Émile Sioran, nous évoquons aujourd'hui son humour noir, de ses formules meurtrières à son savoir triste en compagnie d'Aurélien de Mars, enseignant de philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3 et à l'université de Savoie, coéditeur avec Nicolas Cavaillès des œuvres de Sioran en Pléiade aux éditions Gallimard et co-directeur des ouvrages collectifs Sioran, Archives paradoxales, nouvelles approches critiques chez Classique Garnier, mais aussi Aurélien de Mars à qui l'on doit une thèse sur le pessimisme jubilatoire d'Émile Sioran. Le rire châtie certains défauts à peu près comme la maladie châtie certains excès, frappant des innocents, épargnant des coupables, visant à un résultat général et ne pouvant faire à chaque pas individuel l'honneur de l'examiner séparément. Il en est ainsi de tout ce qui s'accomplit par des voies naturelles au lieu de se faire par réflexion consciente. En ce sens, le rire ne veut pas être absolument juste. Il ne doit pas non plus être bon. Il a pour fonction d'intimider en humiliant. Il n'y réussirait pas si la nature n'avait laissé à cet effet, dans les meilleurs d'entre les hommes, un petit fond de méchanceté, ou tout au moins de malice. Peut-être vaudra-t-il mieux que nous n'approfondissions pas trop ce point. Nous n'y trouverions rien de très flatteur pour nous. Nous verrions que le mouvement de détente ou d'expansion n'est qu'un prélude au rire, que le rieur rentre tout de suite en soi, s'affirme plus ou moins orgueilleusement lui-même et tendrait à considérer la personne d'autrui comme une marionnette dont il tient les ficelles. Dans cette présomption, nous démêlerions d'ailleurs bien vite un peu d'égoïsme, et derrière l'égoïsme lui-même, quelque chose de moins spontané et de plus amer, je ne sais quel pessimisme naissant, qui s'affirme de plus en plus à mesure que le rieur résonne davantage son rire. Ce qui m'a sauvé, c'est l'idée de suicide. Et sans l'idée de suicide, je me serais sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter la vie. L'impression d'être coincé ici-bas, mais c'est pas quoi. L'idée de suicide, toujours liée à l'idée de liberté. Avec cette idée, je me suis dit, je peux supporter n'importe quoi, puisque tout dépend de moi. Et je dois dire que, contrairement à ce qu'on pense, l'idée de suicide est une idée positive. C'est une idée stimulante. Le christianisme porte l'immense responsabilité d'avoir discrédité cette idée. Il ne faut pas bannir cette idée. Au contraire, il faut exploiter cette idée. Et je dois dire que j'ai lu, avec une avidité énorme, étant jeune, toutes les biographies de suicidés. Enfin, mes héros étaient des gens qui sont tués jeunes, etc. Et jamais je n'aurais pu arriver à 60 ans sans cette idée. Jamais. Je ne suis absolument personne. Donc, c'est une idée positive. C'est une archive très connue de Sioran que l'on vient d'entendre, Aurélien de Mars. Elle date de 1973 et on trouve cette formule, une formule tout à fait meurtrière, pour reprendre ce qu'il disait de Joseph de Maistre. Sans l'idée de suicide, je me serais tué. Et on trouve plein d'autres formules de ce genre-là chez Sioran qui nous font en fait énormément rire devant leur absurdité, et on entend par rapport à ça la différence avec le texte que j'ai lu de Bergson, extrait du Rire, qui date de 1901. Pour lui, le rire est naturel, il est humiliation, c'est même un masque c'est quelque chose qui masque le pessimisme au plus profond des hommes, alors que chez Sioran, c'est tout l'inverse. Le rire, le fait de dire que le suicide est une idée qui sauve, c'est une clairvoyance, c'est quelque chose de tout à fait rationnel et plutôt pas du tout qui dissimule quoi que ce soit, mais qui touche quelque chose de vrai. Vous avez raison, mais on peut même aller encore plus loin. Premièrement, je pense que peut-être que
une autre théorie du rire très célèbre que Suran connaît, qu'il a lu, c'est celle de Bergson, celle de Schopenhauer qui a inspiré Bergson. Schopenhauer est un philosophe qui a proposé comme théorie du rire, c'est un peu barbare, je m'en excuse, mais quand on parle de Suran, c'est pas bien grave, c'est une subsumption paradoxale. Ça veut dire que j'ai cause-conséquence, tout va bien, et quand c'est contredit ou quand c'est inversé, ça me fait rire. Quelqu'un marche normalement, il tombe dans la rue, il s'effondre, il aurait dû marcher encore normalement, il s'effondre, voilà, ça me fait rire. C'est le fait d'inverser les choses qui fait rire. La contradiction est donc déjà et de l'absurde et source de raillerie ou de rire. Et celui qui ne prétend qu'être cohérent ne voit pas qu'il est peut-être absurde à mes yeux et ne comprend pas qu'il y a de l'absurde dans le monde. Et puis il y a quelque chose qui est donc c'est plutôt de la subsomption que de la présomption. Dans le texte de Bergson, c'était présomption. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, néanmoins, il y a quelque chose qui est quand même assez proche de ce que disait Bergson, mais pas au même niveau chez Suran. Suran reconnaît une chose, c'est que on se cache parfois en riant, et on cache, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec ce bon mot d'Ionesco dans lequel Suran ne se reconnaît pas. Il cache peut-être des choses très sombres, mais c'est aussi sa pudeur, c'est aussi sa solitude. Et donc, cacher la noirceur et son amertume, c'est aussi une manière de garder ça pour soi. La seule chose, c'est que c'est le va-et-vient et cette contradiction-là qui fait que simplement on existe ici-bas. Et par conséquent, c'est parce que j'ai des moments de raillerie de moi-même, et il faudra donc ajouter que la dernière nuance du rire, c'est une nuance d'ironie, et que le suprême nuance d'ironie, c'est l'auto-ironie. Rire de soi, ironiser de ses malheurs et de soi-même, voilà ce qui est absolument important. Et c'est d'ailleurs un des premiers textes, même avant le gros texte et le désespoir, on trouve ça sur les cimes du désespoir, son premier livre roumain. Donc le rire n'est pas que social en fait, chez Suran, et ce n'est pas qu'un masque. Or, Bergson ne parle que du rire en société pour humilier quelqu'un. C'est pour ça que, en réalité, Bergson ne voit que l'effet social, que le bon mot en société. Il ne voit pas en réalité d'autres usages. Suran il a évoqué le rire comme exercice. Et peut-être au sens d'exercice, si je puis dire, spirituel, même pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, exercice sur soi. Exercice de soi, parce que dans le rire, je comprends aussi des choses de moi-même, je me mets à distance de moi-même. Donc, en réalité, là où ce que ne voit pas Bergson, c'est la part existentielle du rire et du railleur. La part intime et individuelle. Mais ce qui est très intéressant dans le texte de Bergson, et de le mettre en parallèle de Suran, c'est que, chose incroyable, Bergson établit une distinction entre optimisme et rire. C'est-à-dire que quand on rit, finalement, on est pessimiste. Ce qui nous amène à Suran et nous fait dire que chez lui, quand on rit, c'est parce qu'on est pessimiste, mais qu'on va devenir optimiste. Finalement, en fait, Suran serait même plus optimiste que Bergson sur la nature humaine et par le rire, justement. Alors, non, je dirais pas ça. En réalité, Suran, il n'est pas optimiste, et d'ailleurs, il se rit des optimistes. La seule chose, c'est que je n'ai pas conscience de la joie de la même manière, ou je n'ai même pas conscience de la joie pour Suran si je suis un optimiste. C'est au contraste et à la lueur de ce qui est bien noir dans ma lucidité et ma clairvoyance que les états de joie et leur intensité vécue ont plus de prix, elles ont plus de rareté, elles ont un contenu existentiel plus fort. Et évidemment, il y a quelque chose qui n'est pas dans le mépris tout à fait des optimistes, encore qu'ils se leurrent et ils essayent d'avoir par leur optimisme des critiques. Ils disent de un tel et de Suran en particulier, tu es pessimiste, comme si, dit Suran dans ses cahiers à plusieurs reprises, comme si ce pessimisme qui n'est qu'un cliché, comme si ce pessimisme n'était pas en réalité leur aveuglement. Ils me traitent de pessimiste parce que simplement, eux, ce sont des optimistes qui ne peuvent pas être pessimistes. Donc en réalité, il y a bien des moments de joie, il y a un refus de l'optimisme. Le débat optimiste et pessimiste, c'était d'ailleurs une querelle de début de siècle que Suran a étudié précisément. Mais on peut surtout ajouter une chose, c'est qu'il y a un principe pessimiste avant tout, si je puis dire, mais pas au sens où pessimisme, c'est voir les choses en noir, au sens où le pessimisme, c'est une philosophie du pire, c'est une philosophie du mal comme étant principe, c'est le moteur du monde. Alors, il y a l'ironie de l'histoire, c'est le pessimisme.
il y a la discipline du pire qu'est l'histoire et c'est son ironie. Donc le principe de contradiction d'une histoire qui les hommes croient faire l'histoire et Sioran constate que l'histoire défait ses croyances et les hommes et chaque chose que l'on fait se retourne toujours contre son auteur, le démiurge et sa création ratée, nous-mêmes parce que on dit quelque chose dans un salon puis ça nous retourne, quelqu'un s'est senti insulté, vous attaque, voilà des choses. Une plaisanterie tombe à plat. Exactement. Et alors, on voit bien que c'est dans cette contradiction-là que cette ironie et cette auto-ironie que je peux appliquer en moi-même dans mon intimité va prendre sens. Et puis, c'est aussi une manière de comprendre que jamais en fait l'optimiste n'est un vrai rieur. Il y a peut-être simplement quelque chose, c'est que Sioran a aspiré au bonheur des idiots. Il l'évoque en Roumanie, il l'évoque dans des textes célèbres, par exemple dans le début du précis de décomposition. Qu'est-ce que c'est que ce bonheur des idiots? Il rêve, donc c'est éloge de quelque chose comme éloge de la folie, le texte pour être précis. Il évoque, alors c'est sans doute entre parenthèses une reprise d'un vers de Rimbaud qui évoque l'arrivée du printemps et le bonheur des idiots. Mais bon, peu importe, c'est le caractère fulgurant qui impressionnait beaucoup, sans doute, Sioran à travers Rimbaud. Et qu'est-ce qui est très marquant, c'est que Rimbaud, c'est aussi le poète qui fait de la poésie, qui, 10 ans plus tard, dit « Fini ces oiseaux-là », qui a un destin tragique. Donc si j'ai pas de tragique, ça serait pas si drôle, en réalité. Et le bonheur des idiots... Quoi, c'est les imbéciles heureux? Oui, mais c'est l'imbécile qui ne sait même pas qu'il y a autre chose possible. Donc en réalité, il y aspire parce que il ne serait pas aussi malheureux, mais il ne serait même pas capable de savoir qu'il serait heureux. C'est un néant, dit-il, matérialisé, c'est un néant de conscience. Et puis, ce bonheur des idiots, c'est un enfer anonyme où on pourrait danser et ricaner, mais on ne pourrait pas le connaître. Alors bien sûr... En fait, on rit sans savoir de quoi on rit, ou on est heureux sans savoir qu'on est heureux, sans savoir qu'il existe du malheur. Et le problème, c'est que une fois qu'on est conscient, une fois qu'on est lucide, c'est trop tard. On ne sera jamais. Mais comment différencier, par exemple, Aurélien de Mars avec Sioran, quelqu'un qui rit en sachant qu'il y a du malheur et qui rit de ce malheur, et quelqu'un qui rit bêtement? Alors celui qui rit que bêtement, en réalité, il ne met pas beaucoup de sens. Et en réalité, il ne sait même pas de ce dont il rit réellement. Parmi toute la gamme du rire, du ricanement, etc., et de la moquerie, il y en a beaucoup, hein, on ne peut pas évoquer toutes les nuances. En réalité, ce qui intéresse Sioran, c'est le moment dans lequel le rire m'apporte quelque chose. Je ris sur un moment pour penser à autre chose. J'ai une lucidité très noire, je ris d'abord quand c'est très drôle, je ris d'abord de malheurs graves. Plus c'est grave... Le suicide, donc. Exactement. Plus c'est grave, plus ça devient intense et ça devient une réaction. C'est d'ailleurs contemporain du théâtre de l'absurde, d'un Ionesco, d'un Beckett, d'un Adamov, qui sont trois amis de Sioran. On voit bien que l'absurde, c'est rire parce qu'autrement on en pleurerait. Et d'ailleurs, dit Sioran, dans le grotesque et le désespoir que j'évoquais tout à l'heure, c'est ça qui est le plus intéressant pour lui, ce rire tragique, parce qu'il évoque que c'est un rire qui peut donc remplacer une larme ou un spasme, dit-il. Je vois des gens, des amis, n'importe qui passent par des moments de détresse, de désespoir et comme ça. Je n'ai qu'un conseil, allez 20 minutes dans le cimetière, vous allez voir que votre chagrin sera non pas éteint, mais presque dépassé. C'est beaucoup mieux que d'aller voir un médecin, ou des choses comme ça. C'est pas un médicament qui peut remédier à ça. C'est une leçon de sagesse, presque automatique. J'ai toujours pratiqué des méthodes pareilles. Ça ne fait pas très sérieux, mais c'est relativement efficace. Et c'est vrai, moi je suis assez compatissant, c'est curieux, mais en fait c'est comme ça. Je suis très sensible au désespoir des gens. Et j'ai toujours aidé les gens, vraiment beaucoup plus qu'on ne peut penser. Parce que, au fond, quelqu'un qui est dans le désespoir, qui n'est pas habitué au désespoir, et d'un coup il est mis dans une position extrême, qu'il ne comprend pas et qu'il ne peut pas expliquer, etc. Et justement, il ne faut pas dire, il faut penser quoi à Dieu, il faut se dire non, il faut changer de perspective complètement. Et surtout, la seule façon de supporter la vie, c'est d'avoir la conscience du néant. Autrement, la vie n'est pas supportable. Mais si vous avez la conscience du néant, tout ce qui vous arrive garde ses proportions normales. C'est pas la vision des mondes qui existe dans les espoirs, n'est-ce pas, d'exagérer.
La possibilité de paraître gai parmi les hommes, alors que vous gênerez même le regard d'un oiseau, est un des secrets les plus bizarres de la tristesse. Tout est glacé et vous gaspillez vos sourires. Aucun souvenir ne vous porte plus vers celui que vous avez été. Et vous vous inventez un passé avec espièglerie. Le sang refuse les souffles de l'amour et les passions jettent des flammes glacées sur vos yeux éteints. Une tristesse qui ne sait pas rire, une tristesse sans masque, est une perdition qui laisse la peste derrière elle. Et nul doute que sans le rire des hommes tristes, la société eut depuis longtemps pénalisé la tristesse. Même les grimaces de l'agonie ne sont que des tentatives avortées de rire, mais qui en trahissent la nature équivoque. On explique ainsi pourquoi de tels excès nous laissent un vide plus amer qu'une ivresse ou qu'une nuit d'amour. Le seuil du suicide, un frisson qui suit un rire impétueux, sans mesure et sans pitié. Rien ne dégrade plus la vitalité que la gaieté lorsqu'on n'en a pas la vocation ni l'habitude. Face à la fatigue délicate de la tristesse, la gaieté est un athlétisme épuisant. Aurélien Demarre, je viens de lire un très beau texte de Sioran qui date de 1940. C'est un extrait du Crépuscule des pensées. Puis juste avant, on a entendu la voix d'Émile Sioran lui-même en 1989 conseiller à ses amis un petit peu désespérés d'aller se promener dans un cimetière pendant une vingtaine de minutes pour se ragaillardir. Mais ce qui est très intéressant dans ces deux éléments, c'est que ça nous permet d'interroger la tristesse chez Sioran. C'est-à-dire que on a parlé de la joie, on a parlé du rire, on entend ce conseil quelque peu farfelu, mais aller dans un cimetière ou encore se forcer à être gai plutôt que de se laisser aller à la tristesse nous pousse à poser la question de qu'est-ce que la tristesse chez Sioran, et est-ce que la tristesse, ce n'est pas ça le plus grand plaisir de Sioran? Alors, heureusement qu'on a de la tristesse pour en rire, évidemment, mais si on prend l'ensemble de l'œuvre, les larmes sont plus nombreuses que les rires. Les larmes qu'il évoque, j'entends, et pas forcément les formules pour nous faire rire. Bon. Des larmes et des seins, ce grand texte, pourtant contient des moments très importants, par contraste, grâce aux notions de rire et de ricanement. C'est nécessaire parce que c'est le dialogue contradictoire entre les deux qui intéresse tout particulièrement Sioran. La tristesse, si je n'ai pas une tristesse très forte, mon rire n'aura pas non plus beaucoup d'intensité. Donc c'est l'intensité de l'une qui appelle, avec toute sa nécessité, l'intensité de passer à autre chose, ce rire, ce ricanement. Et parfois, quand je suis trop haineux, j'ai besoin de rire de moi par raillerie. Parfois, quand je suis très triste, j'ai besoin de rire de choses très gaies. Et par conséquent, c'est toujours par reflet, si je puis dire inverse, par symétrie inverse, que j'ai la proportion, ce rire aussi qui montre que la tristesse pourrait se conforter, se complaire en elle-même, je pourrais avoir... C'est une forme de jouissance à être exactement. Triste aussi, c'est-à-dire prendre du plaisir au fait de se laisser aller, ou même peut-être d'être dans une posture de tristesse, ou même encore une manière d'avoir un accès beaucoup plus direct que le rire ou que la gaieté dont parle Sioran dans le texte que j'ai lu, qui nous force à être quelqu'un d'autre que la personne que l'on est. Et voilà pourquoi... Sioran disait à propos de son ami de 40 ans, Ionesco, faut vraiment qu'il ne me connaisse pas très bien, à croire que je serais juste très gai et triste faussement par posture ou imposture dans mes textes. En réalité, c'est parce que précisément sa tristesse intime et intérieure est inouïe qu'il a besoin précisément de cette détente du rire, de cette distance par rapport à lui-même. Et puis, c'est aussi par souci de solidarité entre désespérés, on a de quoi rire parce que c'est à qui mieux. Et cette méthode de promenade dans les cimetières, technique d'ailleurs, qu'il suggère à beaucoup de malheureux qui viennent frapper à sa porte, ils sont nombreux, eh bien en réalité, lui-même l'a exercé, il aimait beaucoup fréquenter les cimetières, il a beaucoup voyagé, il pense aux cigarettes qu'il fumait dans les cimetières comme au moment le plus intense de sa vie, la plus active de sa vie. Eh bien, on voit bien que c'est aussi une manière désopilante de réfléchir sur soi, et donc c'est aussi une manière de se dire que je peux
prendre l'anecdote, pas pour de l'anecdotique, et l'anecdote, alors il y a beaucoup de passages chez Sioran, truculents, cocasses, etc. Ces moments qui le font rire, en réalité, il rit très sincèrement. Il y a le ricanement, et c'est pas un rire tout à fait sincère, parce que c'est un rire aux dépens de l'autre. Je donne une pique, quand même. Je peut-être... Ce à quoi s'était uniquement arrêté Bergson avec cette humiliation. Exactement. Donc, par conséquent, il y a certes le rire agressif et amer, et Sioran... l'utilise même contre lui-même. Exactement. Mais c'est d'ailleurs, même à l'adresse d'autrui, c'est d'abord contre lui-même, parce que c'est l'auto-ironie. Mais c'est aussi la possibilité de rire ensemble, et de rire ensemble d'un certain nombre de choses. Et il parle du rire de détente, il parle aussi du rire de l'humour. Et savoir trouver le rire dans les choses, c'est en fait avoir un sens de l'absurde. Donc, en réalité, ce que ne perçoit pas Bergson, c'est, je dirais, toute l'intelligence du rire, cette forme de dérision, la dérision des petites choses, de ce qui fait qu'une anecdote, en réalité, peut être lourde de sens, si jamais le sens avait du sens, mais le sens manque de sens, c'est pour ça que c'est absurde. Aurélien Demars, vous venez juste de dire l'intelligence du rire, mais il y a chez Sioran le savoir triste. C'est l'envers du gai savoir de Nietzsche. Il en parle dans son précis de décomposition et plus précisément dans le décor du savoir de 1949. Et Sioran dit ceci: heureux celui qui peut se dire « j'ai le savoir triste ». Alors ce savoir triste est évidemment quelque chose de décisif et de déterminant chez lui. D'ailleurs, beaucoup de personnes évoquaient ce trait de sa personnalité. Son ami d'enfance, Bukurtsenko, parle de ce gai désespoir. Donc ce savoir triste, en réalité, il le comprend aussi parce que c'est une manière de se dire que la lucidité, c'est la lucidité du mal, c'est la connaissance de choses pénibles, noires, et précisément, cette lucidité n'est pas abolie dans le rire, elle est peut-être mise à distance, mais elle est peut-être l'étape, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la première étape pour rire encore plus fort. Et c'est ce va-et-vient qui fait que on peut avoir une clairvoyance sur les choses et sur soi-même, parce que on peut éviter de se prendre trop au sérieux. Autrement, je perds le sens de l'absurde. Mais surtout, la question de l'ironie, c'est que c'est la question de savoir, non pas de rire de ceci ou de cela comme contenu, comme chose absurde, c'est aussi une manière de tirer un enseignement sur le manque de sens et le fait que je me suis attrapé moi-même. Et puis, c'est aussi une manière de comprendre que, de toute façon, puisqu'on est confronté à la contradiction, que le monde est contradictoire, que nous le sommes aussi. Que nous sommes coincés. Exactement. Eh bien, c'est être coincé, disait-il dans Aveu anathème, et qu'il reprenait dans l'interview qu'on a entendue ici avec sa belle voix. Eh bien, en réalité, c'est donc une capacité pour lui, à travers le rire, de comprendre finalement cet arrêt de la compréhension, cette manière de se dire que j'ai des choses à comprendre, et puis il y a juste le phénomène absurde tout court. Je comprends ce que ça peut vouloir dire, mais finalement, il n'y a rien à comprendre de plus. Et donc, c'est au contraire le par-delà d'un pessimisme que de savoir rire. Rire après avoir connu des heures noires d'insomnie ou des tentations, voire des tentatives de suicide, eh bien, c'est être capable... Premièrement, de vivre encore, c'est sa technique qu'il adopte cette fois-ci pour lui-même. Et c'est aussi sa technique de tenter de se suicider. Lui, il n'allait pas dans les cimetières pour se promener. Lui s'est promené et il a fréquenté les cimetières, mais il y a un petit texte qui s'appelle Cahier de Talamanca. C'est un petit texte de vacances. Écrit à Ibiza, c'est ça? Exactement. Il y a été plusieurs fois, mais c'est un des points les plus ultimes de ces tentations de la mort et du suicide. Et d'ailleurs, il évoque, c'est au tout début du Cahier de Talamanca, c'est un tout petit texte, et il évoque comment à minuit il est pris d'insomnie à cause de cette tentation de la mort. Il va se promener, il voit les falaises blanches, et puis il entend un chien, et le cri du chien finalement le fait un peu réfléchir, le fait sortir en fait de cette obsession. Et bien voilà, c'est la possibilité d'une relation avec l'autre, avec l'incohérence, c'est une manière de prendre même ses malheurs pas au sérieux, et savoir cela, c'est être plus lucide.
Merci beaucoup Aurélien Demars d'être venu à nouveau nous parler d'Émile Cioran. C'est un vrai plaisir de vous entendre parler de tous ces textes, du rire chez Cioran. En tout cas, merci beaucoup. J'ajoute juste une chose, je trouve que le tango, qui était la grande passion de Cioran aussi à la fin de sa vie, sa dernière grande tentation, il parlait dans le précis des compositions de rire en plein sublime, le ricanement comme triomphe du principe subjectif sardonique. Alors, on est suranien jusqu'au bout. Bon, merci beaucoup, c'est parfait. Tout se recoupe, tout se retrouve. Alors, je rappelle que vous avez écrit une thèse donc sur le pessimisme jubilatoire de Cioran. Peut-être sera-t-elle publiée. En tout cas, je rappelle que vous avez co-dirigé Cioran, Archives paradoxales, nouvelles approches critiques aux éditions classiques Garnier, que vous avez aussi coédité avec Nicolas Cavaillès, que nous recevons demain pour parler du mal chez Cioran. Donc, que vous avez coédité avec Nicolas Cavaillès les œuvres de Cioran en Pléiade chez Gallimard. Et puis, j'en profite aussi pour annoncer que Clément Rosset, dont j'ai lu un texte au tout début de l'émission, le philosophe Clément Rosset sera là la semaine prochaine dans une discussion avec Adèle Vendrette sur l'ivresse. Et puis un grand merci à l'équipe des Nouveaux Chemins, Antoine Ravon qui a préparé cette émission, Pierre Brossard, Ariane Mintz, Marianne Chassor, Adèle Vendrette évidemment, Jean-Louis Jacopin à la lecture des textes, Anaël Fakir à la réalisation cette semaine avec la contribution de Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui, Jacques Hubert. Et si d'ici demain vous voulez vous aventurer encore sur les nouveaux chemins de la connaissance, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page de l'émission où vous pourrez réécouter et télécharger les émissions à votre guise. Et puis rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour suivre nos programmes.